Bonjour à tous, la Côte d'Ivoire avance vers un marché national du carbone. Il s'agit d'appliquer le principe du pollueur payant, faire payer par les émetteurs de gaz polluants, les usines donc, le coût de la nuisance pour le climat. La Bissa 2015 a refermé ses portes le dimanche dernier. Les festivaliers venus de partout ont pu apprécier la culture d'Nzima Kotoko dans toute sa dimension. Le roi s'est dit heureux du climat post-électoral paisible. En Birmanie, le dépouillement continue et les résultats tombent au compte-gouttes après les législatives de dimanche. Aung San Suu Kyi, donné vainqueur avec au moins 75% des sièges, a appelé à des pourparlers avec le pouvoir en place. Bienvenue dans le 13h. Merci d'être avec nous sur RTI 1 aujourd'hui, mercredi. Rencontre des experts de l'Autorité nationale du mécanisme pour le développement propre et du Centre régional de collaboration de Lomé. Il s'agit de mettre en place un marché du carbone qui va s'appuyer sur le principe du pollueur payant, c'est-à-dire faire payer par les émetteurs de gaz polluants le coût de la nuisance pour le climat. Patrick Assamoah et Serge Coléa. Bientôt un marché national du carbone en Côte d'Ivoire. Le sujet a été débattu par les experts de l'Autorité nationale du mécanisme de développement propre, ANMDP, et du Centre régional de collaboration de Lomé, CRC. Les deux structures œuvrent à la mise en place des marchés du carbone viables et stables afin de renforcer le dispositif en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La Côte d'Ivoire a besoin d'un développement propre et durable parce que ses habitants aspirent à mieux vivre, mieux respirer, être moins malades et avoir de nouvelles opportunités d'emploi que proposent les emplois divers. Pour le représentant du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, cette initiative va aider la Côte d'Ivoire à lutter efficacement contre les changements climatiques. Cette plateforme de discussion devant permettre d'identifier les voies et moyens de concrétisation de ce sujet devant garantir d'une part une meilleure visibilité d'action aux développeurs de projets carbone et d'autre part permettre à l'État de Côte d'Ivoire de disposer d'un outil de gestion, de quantification et de traçabilité de toutes les initiatives de réduction de gaz à effet de serre au plan national. Les échanges et discussions ont tourné autour de trois axes, entre autres le cadre réglementaire et l'approche pour l'établissement d'une fiscalité sur carbone. Donc cette coopération qui a commencé il y a plus d'une dizaine d'années dans ce domaine du carbone va continuer et nous réunir aujourd'hui pour discuter de prospectives dans le domaine du marché carbone. Des pays émergents comme la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud ont déjà mis en place leur marché carbone domestique et l'utilisent. À l'approche de la conférence de Paris sur le changement climatique COP21, les 20 pays les plus exposés au changement climatique V20 se réunissent à Manille aux Philippines. Ces pays représentent 700 millions de personnes. Ils veulent ainsi se préparer, parler d'une même voix pour mieux peser sur les débats qui vont se dérouler à Paris. Le V20 a été créé à 2 mois de la conférence de Paris. Lutte contre la malnutrition, la commission de l'UEMOA veut faire du sel iodé un outil de base, surtout que 33% de la population de l'espace enregistre une carence en iode, un micronutriment important. Elle met en place un projet relatif à l'enrichissement des aliments en micronutriments. Ami Sissoko. 33% de la population de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest africaine, ont des troubles dus aux carences en iode. Selon l'OMS, plus d'1 million d'enfants naissent sans protection contre ces troubles. Face à cette urgence, la commission de l'UEMOA s'active. En 2012, mise en place du projet relatif à l'enrichissement des aliments en iode dans l'espace UEMOA. Objectif visé, atteindre 90% de ménages qui consomment le sel iodé. Une rencontre donc pour accélérer l'atteinte des objectifs visant l'iodation universelle du sel. Les troubles dus aux carences en iode peuvent entraîner le goitre, des avortements spontanés. Chez l'enfant, on peut noter un faible poids à la naissance et une baisse du quotient intellectuel. La commission de l'UEMOA a pris l'initiative de collaborer non seulement avec l'administration publique, avec le secteur privé, les consommateurs et les partenaires au développement pour essayer de renverser la tendance.
L'iode est indispensable à la croissance de l'enfant, au développement des muscles et au bon fonctionnement du système nerveux. Pour mieux protéger la population, le ministère de la Santé prend des mesures. Le plus grand défi réside dans les efforts supplémentaires. Contrôle du sel, depuis son entrée sur le territoire ivoirien, par voie terrestre ou portuaire. Contrôle au niveau des grossistes, des détaillants sur les marchés. Contrôle au niveau des ménages, à toutes les étapes de sa commercialisation sur le territoire ivoirien, afin de s'assurer d'une consommation de sel adéquatement iodé par la population. 70% des ménages dans l'espace UEMOA consomment du sel iodé. La Côte d'Ivoire est à 89%. Une opération porte-à-porte a démarré lundi à l'intention des ménages de Côte d'Ivoire. La Caisse nationale d'assurance maladie et le Conseil des jeunes du district autonome d'Abidjan entendent informer le plus de personnes du bien fondé de la couverture maladie universelle, une assurance pour bénéficier de soins de qualité et à moindre coût. Nous Sangaré et Herman Yamia. Pour expliquer le bien fondé de l'assurance maladie universelle, une opération de proximité baptisée Opération Porte-à-Porte est initiée dans les ménages. Démarrage de l'opération dans la commune de Yopougon. Visite inopinée dans la famille Diabaté. J'aimerais que tout le monde me suive dans cette souscription parce que ça ne peut que nous arranger. La famille nombreuse, j'ai des enfants. Ils étaient tous sous mon assurance, ma couverture. Maintenant que je suis à la retraite, je ne peux pas me permettre de m'assurer et assurer mes enfants. Comme Mariam Diabaté, nombreux sont les ménages qui rencontrent d'énormes difficultés à se soigner à moindre coût. Tu es malade, tu n'as même pas de quoi te soigner. Or, la santé n'a pas de prix et c'est là même qu'il faut mettre l'accent. Dieu merci, c'est arrivé. En tout cas, moi, je suis très heureuse. J'ai été opérée par le dos, hernie discale. La première consultation m'a coûté 25 000 francs pour une consultation. Bon, aujourd'hui, l'ouverture maladie est venue. Nous qui sommes beaucoup maladifs, ça va nous faire plaisir en tout cas. Se soigner à moindre coût, l'objectif visé par la couverture maladie universelle. Et les responsables de la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM comptent toucher un plus grand nombre d'adhérents. La Côte d'Ivoire compte plus de 20 millions d'habitants et le territoire est très vaste. Donc il faut procéder par cette opération porte-à-porte avec l'appui des jeunes pour pouvoir toucher chaque famille. 400 jeunes de Yopougon se sont donc portés volontaires. Pour être efficaces sur le terrain, ces jeunes ont reçu des kits composés de badges, de mégaphones, de fiches d'information et d'enrôlement. L'opération dite porte-à-porte pour l'enrôlement des ménages est gratuite et elle s'effectuera sur toute l'étendue du territoire national pendant 4 mois. La chaîne Fréquence 2 de Radio Côte d'Ivoire célèbre le 24e anniversaire de sa création. Émission publique, prestations d'artistes, rencontres entre auditeurs, animateurs et stars sont au menu. La radio Fréquence 2 a été créée le 11 novembre 1991. Issa Yeo et Serge Coléa. Fréquence 2 a 24 ans. Au service des auditeurs, depuis le 11 novembre 1991, la radio a révélé de nombreux animateurs et artistes. Les responsables de Fréquence 2 marquent le coup en célébrant sur 3 jours ce 24e anniversaire. Émission publique, rencontres entre animateurs et artistes, découvertes de stars par les auditeurs sont au menu. Ce 24e anniversaire de Fréquence 2 donne l'occasion à des stars du monde culturel et sportif d'évoquer des souvenirs. Fréquence 2, c'est la fréquence de référence, certes, mais c'est une fréquence d'une. Donc pour moi, c'est avec plaisir que je suis venu à la radio de me mettre dans la peau d'un animateur. Franchement, c'est avec plaisir et puis je souhaite longue vie à cette radio. Il fut un moment où tout le monde était dessus, on était un peu bizarre, mais Fréquence 2 est venue, surtout Fréquence Jeune, est venue avec beaucoup de rubriques, des émissions et à chaque fois quand on m'appelle, je suis heureuse, je suis très enchantée d'être là. Cela fait 15 ans que Mariam Koulibaly, animatrice vedette, fait entendre sa voix sur les ondes de la radio. Elle rend hommage aux pionniers. Souhaiter que les années à venir soient des années, on va dire, d'éclaboussement,
d'explosion du talent des animateurs de la chaîne. Des souvenirs, il y en a énormément, il y en a de gais, il y en a de moins gais, parce qu'il y a des personnes à ces moments-là qui vous manquent, des personnes qui ne pourront plus répondre présent à l'appel, mais pour qui on continue d'avoir une forte pensée. Pour le directeur de la chaîne, Didier Bléou, ce 24e anniversaire doit rappeler l'énorme travail abattu depuis des années. Nous avons une mission, être en phase avec la jeunesse ivoirienne, mettre en radio les aspirations de la jeunesse ivoirienne, contribuer à son épanouissement. Et c'est ce que fait Fréquence 2 depuis 24 ans. Dans les profondeurs du classement au niveau de l'Audima, il y a quelques années, Fréquence 2 fait aujourd'hui partie du top 5 des radios les plus écoutées. Monsieur le directeur général de la RTI a fait beaucoup. Il a fait énormément parce que, tenez-vous bien, en 2013, Fréquence 2 était classée 8e sur les radios les plus écoutées ici à Abidjan. En 2013. En moins de 2 ans, nous avons fait notre entrée dans le top 5. Démarrée le lundi 9 novembre, la célébration du 24e anniversaire de Fréquence 2 prend fin ce mercredi 11 novembre par une grande émission publique. L'éligibilité de la Côte d'Ivoire au Millennium Challenge Corporation MCC est désormais une réalité. Le gain est estimé à plus de 300 milliards de nos francs, une somme qui va servir à financer la création d'infrastructures de développement. Noël Niagno. État de droit, efficacité gouvernementale, efficacité politique. Voilà les 3 indicateurs qui ont rendu éligible la Côte d'Ivoire au Millennium Challenge Corporation MCC. Cela depuis ce vendredi 7 novembre 2015. Que gagne la Côte d'Ivoire avec cette performance? Premier gain, la reconnaissance internationale sur la qualité de l'état de droit, de l'efficacité gouvernementale, enfin de la qualité de la politique en Côte d'Ivoire. Un gain qui n'a pas de prix. L'autre gain est non des moindres, le financement sous forme de dons, de projets d'infrastructure, de développement humain, de gouvernance, de renforcement des capacités et d'accès au marché. Valeur de ces financements, environ 300 milliards de francs CFA. Pour mémoire, le Millennium Challenge Corporation, MCC, est un programme financé par le Congrès américain depuis 2004. Son objectif, promouvoir une croissance économique inclusive et durable et contribuer à la réduction de la pauvreté dans les pays bénéficiaires. Rencontre du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. Il est question de définir les enjeux de la politique de professionnalisation du secteur et aussi de l'amélioration de la compétitivité des entreprises du transport routier. Justine Djiké. C'est un secret de polichinelle. Le secteur du transport routier en Côte d'Ivoire est miné par de nombreux maux, notamment le désordre criant et le parc automobile vieillissant. Pour y remédier, une réforme du secteur entamée par le gouvernement ivoirien depuis quelques mois est en train de porter fruit. C'est dans cette dynamique que 55 délégués du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, venus des 4 coins du pays, sont appelés à mener une réflexion sur la professionnalisation du métier du transport, la sécurité routière et l'environnement, la compétitivité des entreprises de transport et l'organisation professionnelle du Haut Conseil. Une partie du désordre est réglée. Mais au plan donc de la compétitivité des services de transport, c'est là aujourd'hui que se trouve la bataille que nous sommes en train de mener. Et cette bataille, elle se mène lorsqu'on aura maîtrisé, comme je vous l'ai dit, la question de la concurrence déloyale, la question de la fiscalité, la question du coût d'exploitation, la question de la fluidité routière et bien entendu la question de la formation. Alors tout cela est déjà pris en compte par ce que nous appelons le plan d'action du ministère et ensemble nous sommes en train de faire donc un déroulé qui nous permettra d'atteindre les résultats que nous attendons. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire est aidé dans sa tâche par des partenaires au développement, à savoir la Banque mondiale et l'Union européenne à travers un appui financier et une assistance technique. Ce séminaire de 4 jours va accoucher d'une feuille de route définie avec l'aide des experts du transport routier qui sera la boussole du secteur dans les 5 années à venir pour une meilleure compétitivité et viabilité du transport routier en Côte d'Ivoire.
Elle est ouverte à la circulation depuis 3 mois. L'autoroute Abidjan-Grand Bassam reste cependant peu fréquentée par les usagers. Ils sont nombreux à continuer d'emprunter l'ancienne route. Qu'est-ce qui explique leur choix? Toi de Laser. Autoroute Abidjan-Grand Bassam. Cette infrastructure ouverte à la circulation depuis septembre dernier fait encore peau neuve. Certains transporteurs comme Jean-Louis Zambi sont encore adeptes de l'ancienne route malgré les commodités que présente cet ouvrage. Bon, ça dépend des passagers. S'il n'y a pas les passagers de Bassam, on prend l'autoroute. S'il y a les passagers de Bassam, on oublie de prendre l'ancienne route. Si tu as les clients qui n'arrivent pas forcément dans le milieu de Bassam, les gars descendent souvent au bord. On ne peut pas rentrer puis faire encore le tour comme ça, revenir comme ça, puis reprendre. Ça fait que ça nous retarde un peu. Pour d'autres usagers, le choix de l'ancienne route reliant Abidjan à Grand Bassam n'est pas fortuit. J'ai l'habitude de pratiquer les 2 voies. Mais la remarque que j'ai faite, j'ai l'impression qu'ici c'est un peu plus court par rapport à l'autoroute. Puisque ici il y a des habitations qui sont en bordure, en cas de quelque chose, on peut tout de suite faire recours aux gens qui habitent dans ces petits villages-là. L'autre là c'est tellement dégagé, il n'y a pratiquement pas d'habitation à côté. Donc quand vous êtes en panne là-bas, vous vous retrouvez seul. Il faut appeler et qu'on vienne vous secourir. Mariam Kone, commerçante de produits vivriers, se réjouit de l'intensité du trafic sur l'ancienne route Abidjan-Grand Bassam. Son commerce marche toujours bien. Il va racheter un piment et gommou. Quand les voitures passent ici, ça m'arrange. Il ne s'arrête pas acheter les gommous ou les piments par jour. Peut-être qu'il peut gagner 15 000, 10 000. Si l'autoroute Abidjan-Grand Bassam ne connaît pas encore une affluence considérable en matière du trafic routier, elle demeure néanmoins pour certains usagers plus fluide et sécurisée. C'est plus rapide et c'est fiable. Au lieu d'aller tourner à Bassam, on préfère prendre la ligne tout droit, contourner Bassam pour être plus rapide. S'il n'y a pas d'obstacle, on va rapidement. Le développement d'un pays passe par le développement de ses infrastructures. Je pense que l'autoroute serait beaucoup plus sécurisée parce que nous avons remarqué que là-bas, il suffirait d'une petite inattention des conducteurs et tout de suite, ils se retrouvent dans le décor. Nous pensons que question sécurité, c'est beaucoup plus indiqué de prendre l'autoroute. L'autoroute Abidjan-Grand Bassam a coûté plus de 64 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Bien qu'ouverte à la circulation, cette infrastructure routière attend son inauguration officielle dans les mois à venir. Le commissariat d'Abobo-Doumé dans la commune d'Atekoubé, lui, a été ouvert après réhabilitation. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a appelé les agents du 37e arrondissement à se mettre au service des populations. Abou Sanogo. Saccagé, pillé et dégarni pendant la crise post-électorale de 2011, le commissariat du 37e arrondissement d'Abobo-Doumé dans la commune d'Atekoubé fait peau neuve. Et il vient d'être réhabilité et mis en service par le gouvernement, ce pour assurer la sécurité des populations et des biens. Cet édifice est désormais entre les mains des autorités policières grâce au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Une ouverture qui réjouit autorités et populations d'Abobo-Doumé. Aujourd'hui, toutes ces populations qui avaient le sommeil très léger vont pouvoir dormir tranquillement. Nous pouvons donc dire, Monsieur le ministre, que votre présence non seulement nous réconforte, mais nous donne l'assurance que la Côte d'Ivoire est en marche. La Côte d'Ivoire est en marche avec le président Alassane Ouattara. Vraiment, je crois qu'aujourd'hui, la population d'Abobo-Doumé, de Lokodio de Jérusalem, sera fière de l'action qu'ils ont posée à l'endroit du président de la République, Alassane, qu'en retour aussi, il pose cette action pour le sommeil. Avec l'ouverture de ce commissariat, je crois que c'est la sécurité totale. Le commissariat, c'est une garantie totale de sécurité. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, invite les fonctionnaires de police du 37e arrondissement d'Abobo-Doumé à travailler au bénéfice des populations. Ce que nous avons entamé est un début. Tout cela va davantage se renforcer. Je demande au chef de service du 37e arrondissement d'Abobo-Doumé de travailler au bénéfice des populations, d'aider les populations, de respecter notre charte d'éthique et notre code de déontologie. Donc je vous demande de prendre soin
de ce matériel et de protéger les populations, de les respecter. Après la coupure du ruban et la visite des locaux, un véhicule, du matériel de sécurité, du matériel informatique et des téléphones ont été offerts au commissariat du 37e arrondissement d'Abobo-Doumé par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Réunion extraordinaire du bureau politique du Rassemblement des Républicains RDR. À l'ordre du jour, la situation sociopolitique du pays à la suite de l'élection présidentielle. Sidonie Davila. À l'issue de l'élection présidentielle du 25 octobre qui a porté le candidat du RHDP à la tête du pays pour un second mandat, le bureau politique du RDR, le Rassemblement des Républicains, note avec satisfaction la bonne attitude adoptée par le peuple ivoirien lors du scrutin. Aujourd'hui, le RDR se veut une fois de plus reconnaissant. Le bureau politique a félicité les militants et sympathisants du RDR et du RHDP, ainsi que les mouvements et associations de soutien et l'ensemble des Ivoiriens qui, dans un élan patriotique, se sont mobilisés massivement pour choisir le candidat unique du RHDP. Pour les membres du RDR, c'est le moment de saluer la dynamique des relations entre les partis membres de l'alliance du RHDP. Ce bureau politique avait pour objet de rendre un hommage, dresser des félicitations au président de la République. Cette réunion était capitale, parce qu'il fallait prendre date que dans la vie d'une nation, des élections peuvent être paisibles, démocratiques, et le vainqueur peut aussi tendre la main au vaincu. Avec la réélection du président Alassane Ouattara, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour la Côte d'Ivoire. Les militants du RDR, dans la même dynamique avec les partis membres du RHDP, ont affirmé leur engagement à demeurer aux côtés du président Alassane Ouattara pour mener ensemble les batailles futures. Dans l'Indénié Djuablin, des prières spéciales ont été initiées pour remercier Dieu après la tenue d'élections présidentielles dans le calme et la quiétude. Mamadou Kwesi. Une messe d'action de grâce en l'honneur du Tout-Puissant, la cathédrale Sainte-Thérèse d'Abengourou, pour le climat de paix et de cohésion qui a prévalu au cours de la période électorale. Cette séance de prière est sollicitée par l'ensemble des cadres de la région de l'Indénié Djuablin, conduit par Pascal Abinan Kwaku, président du conseil régional. Car pour eux, seule la paix et la cohésion peuvent favoriser le développement de leur région et surtout contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans tous les lieux de culte de la région de l'Indénié Djuablin, ce dimanche 8 novembre 2015 a été consacré à des prières de reconnaissance au Tout-Puissant. Le vendredi dernier également, les musulmans de la région au cours de la grande prière demandaient l'assistance d'Allah pour la paix et le développement de la Côte d'Ivoire en général et des royaumes de l'Indénié du Djuablin en particulier. À l'église comme à la mosquée, Pascal Abinan Kwaku et ses frères ont demandé l'intensification de ces prières afin que Dieu assiste le président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement dans leur mission de développement de la Côte d'Ivoire. Ce que nous faisons, c'est grâce à Dieu. On a fait une élection en Côte d'Ivoire qui s'est déroulée dans la paix, dans la concorde même, comme a dit le prêtre, la sagesse du roi Salomon, pour pouvoir conduire à bon port la nouvelle Côte d'Ivoire. Dany Bilekro à Abengourou en passant par Betty et Tanguelan. Des prières ont été faites par les différentes confessions religieuses ainsi que par les commiens, ces prêtresses et gardiennes de la tradition pour que règne à jamais la paix en Côte d'Ivoire. Direction la ville d'Anibilekro dans l'Indénié Djuablin. Là-bas, les jeunes filles n'ont pas peur de se frotter au milieu dits d'hommes. Pour assurer leur autonomie financière, elles sont de plus en plus nombreuses à porter leur choix sur des métiers généralement exercés par des hommes. Mamadou Kwasi. Des hommes occupés à travailler le fer avec pour objectif principal la réalisation d'un portail métallique. Au milieu, une jeune fille. Déscolarisée en classe de CM1, Bekanti, âgée de 17 ans, exerce le métier de ferronnier depuis 18 mois dans la ville d'Anibilekro. Une décision prise sur conseil de sa mère. Donc ma maman dit d'attraper mon cœur, je vais faire. C'est pour cela, donc après le soutien de mon oncle et ma petite, j'ai aimé ce métier. À force d'acharnement, Bekanti a réussi à trouver sa place parmi les hommes, et ce à la grande satisfaction de son formateur. J'apprécie son travail parce que déjà, elle a le courage d'être au milieu de plein de garçons comme ça, beaucoup de garçons, où elle n'a pas peur, elle n'hésite pas à nous poser des questions. Comme Bekanti Nguessan, Béatrice Kwaku a elle aussi choisi un métier réservé aux hommes.
Elle exerce la mécanique automobile, une proposition de son père. C'est mon père qui avait une fille en train de faire la mécanique, ça l'a plu. Et il a demandé à ce que je fasse la mécanique. En tout cas, c'est très beau. C'est fatigant, mais si tu connais ton travail, tu te retrouves. Bon, j'ai dit aux autres filles de se donner au métier des hommes parce que c'est pas seulement la coiffure, la couture qu'on se retrouve. En faisant la mécanique, tu peux te retrouver demain. Sans aucune formation professionnelle au départ, Béatrice Kouakou a pris goût à la mécanique automobile et fait son petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, elle conduit des équipes de dépannage sur les routes de la région de l'Indéné-Duablé. Békanti et Béatrice bénéficient chacune du soutien de leurs collègues. Le rêve de ces deux jeunes filles d'Annie Bilecro, s'installer à leur propre compte dans les années à venir, en mettant profit cette expérience acquise auprès des hommes. Aujourd'hui, ces métiers réservés aux hommes n'ont plus de secret pour certaines femmes. Elles le font avec beaucoup d'aisance et de technicité. Tout cela dans le seul but de tirer une satisfaction morale et surtout d'être autonome financièrement et contribuer aux charges familiales. Le Conseil régional du Nzi-Comoé lance des projets de développement au bénéfice de ces populations. Ce sont plus de 3 milliards qui vont être investis pour la période 2016-2018. Honorine Anigori. Plusieurs écoles maternelles et primaires construites ainsi que des dispensaires pour rapprocher les populations des centres de santé. À cela s'ajoute la réhabilitation des urgences du CHR de Dembocro avec un important don de matériel biomédical. C'est le bilan à mi-parcours des actions de développement initiées par le Conseil régional du Nzi. Conseil qui vient de tenir sa deuxième session ordinaire de l'année. Objectif, l'amélioration des conditions de vie des populations des 3 départements de la région, à savoir Dembocro, Bokanda et Kwasi-Kwasi-Kro. Nous pensons que nous avons déjà fait beaucoup de choses, mais ça reste insuffisant. Nous voulons tenir un conseil et les conseillers m'ont demandé spécialement de construire des collèges de proximité. C'est ce que nous allons essayer de faire. Au terme de cette session ordinaire, un budget de plus de 3 milliards de francs CFA a été adopté par les 29 conseillers pour la période triennale 2016-2018. Un mode culture avec la clôture dimanche dernier de l'Abissa 2015. Cette célébration du Nouvel An chez les Nzima Kotoko est aussi l'occasion de faire passer des messages. Le roi des Nzima s'est réjoui de la tenue pacifique de l'élection présidentielle. Hermaniamia. Après une semaine d'intenses activités marquées par les réjouissances populaires, la critique sociale et les retrouvailles, l'Abissa 2015 s'achève. Les différentes composantes du peuple Nzima étaient donc devant leur roi pour lui présenter les vœux. Une occasion pour lui de les féliciter pour la bonne tenue de l'Abissa. Le roi Nana Montanoé a profité de l'occasion pour traduire sa reconnaissance au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan pour sa présence toujours remarquable à l'Abissa. Le roi d'Nzima Kotoko s'est également réjoui du climat apaisé qui a prévalu lors de l'élection présidentielle avant de féliciter le président de la République pour avoir créé la Chambre des rois et chefs traditionnels. Il nous faut bâtir une nation nouvelle, il nous faut aller à l'émergence et il nous faut bâtir un Ivoirien nouveau. Nous, chefs traditionnels, nous nous inscrivons totalement dans cette vision-là. Avant cette cérémonie de clôture de l'Abissa 2015, le roi Nana Montanoé a eu droit à la cérémonie du Bois Kézo, une cérémonie au cours de laquelle le roi reçoit un bain de purification. Le roi reprend un peuple. C'est-à-dire qu'une fois le roi purifié, c'est le peuple Nzima Kotoko qui est purifié. Donc quand le roi est purifié, même ceux qui ne sont pas ici, qui sont purifiés, il suffit que tous les Nzima sont purifiés. Et c'est ça, c'est vrai, il faut l'accompagner et asperger l'eau. Les festivaliers venus nombreux à cette semaine de l'Abissa se sont réjouis de la bonne tenue du nouvel an du peuple Nzima. Ce qui m'a marqué, c'est l'organisation. Il y avait la sécurité, le programme était beaucoup respecté. Depuis une semaine ici à Bassam, le programme proprement dit a été respecté. Ça fait ma 4e fois. Je viens. Je ne sais pas danser, je regarde juste pour regarder. Ce qui nous a marqué, c'est que l'ambiance, le roi, et tout ce qui a été fait comme organisation et le monde, ça nous a beaucoup marqué. Nous voudrons encore les années à venir
participer à Bissau aussi. Désormais un rendez-vous inoubliable, les nombreux festivaliers disent se préparer pour l'édition 2016. Le président béninois Thomas Boni-Yayi a annoncé officiellement hier mardi qu'il ne va pas briguer en 2016 un nouveau mandat pour la présidence de son pays. C'est l'un des rares chefs d'État africains engagés à ne pas se représenter après 2 mandats comme la Constitution le prévoit. Adama Kamagate et Gabriel Zani. Partira pas, le président béninois Thomas Boni-Yayi vient de trancher. Élu à la tête du Bénin depuis près de 10 ans, il vient d'annoncer officiellement qu'il partira à la fin de son mandat en 2016. Je m'engage à passer la main au terme de mes 2 mandats. Chacun a sa conviction. La mienne, c'est de respecter la constitution de mon pays qui prévoit 2 mandats non renouvelables. La présidentielle dans le pays est prévue pour février 2016. Boni-Yayi s'en va, mais la question est, le parti au pouvoir a-t-il un candidat? On est en pleine consultation pour le moment. Selon l'opinion béninoise, l'actuel Premier ministre serait bien parti pour défendre les couleurs du parti au pouvoir. Le président s'est dit surpris par cette ambition du chef du gouvernement béninois. Ouverture à Malte du sommet Europe-Afrique consacré au phénomène migratoire. La rencontre réunit les chefs d'État et de gouvernement d'une 50aine de pays des 2 continents. La Commission européenne veut établir un plan d'action avec les pays d'origine et de transit des migrants africains afin d'empêcher que les drames se répètent et mettre fin à l'exil vers l'Europe de dizaines de milliers d'Africains. L'opposante birmane Aung San Suu Kyi a appelé aujourd'hui mercredi à des pourparlers avec les 3 principaux dirigeants, une main tendue d'ores et déjà acceptée. Les résultats partiels des élections de dimanche créditent son parti d'une victoire historique, au moins 75% des sièges. Merci de votre attention. Retrouvez Ali Diarasouba à 20h pour un nouveau journal. D'ici là, merci de rester sur RTI1.